We have the program ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final. To the International Space Station. Jean-François, tu es d'une élégance légendaire. Comme je disais ce matin, quand on est beau, on a pas besoin de bien s'établir. Comme je dis, vous m'entendez, ouais. Comme je disais ce matin, quand on est beau, on n'a pas besoin de bien s'habiller, donc. Oui. Et puis surtout, tu as des lunettes magiques qui s'adaptent à la luminosité ambiante, et donc comme nous sommes dans le sombre, elles sont transparentes, et dès qu'il y a la lumière, elles deviennent Men in Black. Donc voilà, Jean-François, tu es à la tête du MUFON France. On s'est rencontrés lors de Eco Event en novembre à Paris. C'est là où on a eu un premier échange ensemble. Et donc, écoute, à toi la parole. Merci d'être ici avec nous, présent. Alors, qui connaît le MUFON de nom? Donc 90% à peu près d'entre vous. Qui sait comment fonctionne le MUFON? Mal. Ok. Et je suis désolé. Ouais, mais justement, c'était ma troisième question qui était une question, non pas piège, mais une question disclaimer. Qui est membre du MUFON? Ok, donc en gros, c'est la rangée du fond, pour ceux qui ne se sont pas retournés, qui n'ont pas vu. Quoi. Voilà. Bon, merci à tous de votre attention. Jean-François, à toi le micro. Alors bonjour à tous. Donc, comme il a dit Jean-François Obsonner, donc je suis le directeur du MUFON pour la France, la Belgique, maintenant la Suisse, les Pays-Bas. J'ai un peu une double peine aujourd'hui, c'est que déjà j'interviens pendant la digestion. J'espère que je ne vais pas être soporifique. Et puis surtout je passe derrière Eric Zurker qui est un très bon très bon ufologue et puis qui s'exprime vraiment bien. Donc voilà, je vais essayer d'être à la hauteur aussi de l'événement. Donc ça sera en deux parties. La première partie, ça sera la présentation du MUFON, qui on est, ce qu'on fait. Et puis la deuxième partie, ce sera je vous présenterai rapidement deux cas identifiés. Et voilà, pour voir un peu comment on peut identifier des cas. Et deux cas, pour le moment, on n'a pas réussi à identifier. Voilà, donc j'espère que j'aurai le temps de tout faire. Je vais essayer de ne pas aller trop vite sur la présentation, comme ça j'aurai peut-être assez de temps après pour les... Je pourrais avoir l'autre micro pour voir si c'est pas un peu bien. Il est un peu lourd. Il est là-bas. Regarde. Il faut l'allumer. Monsieur, du coup, c'est peut-être... Et bien sûr, vous avez le droit de rallumer vos téléphones portables après la conférence. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc le MUFON, c'est quoi?
c'est un acronyme de Mutual UFO Network, donc en français ça veut dire Réseau Partage OVNI. L'UFON, donc c'est. Alors j'ai mis une association américaine, mais en fait aux États-Unis il n'y a pas les associations comme on connaît nous en France. Donc c'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Mais ça peut correspondre à nous, nos associations loi 1901 en France. Donc ça a été créé aux États-Unis, dans le Midwest, en 1969. D'ailleurs, au début, il s'appelait le Midwest UFO Network. Après, donc, il s'est nationalisé et internationalisé. Le MUFON, maintenant, on peut dire que c'est le premier réseau mondial d'enquête. Pourquoi? Parce qu'il y a 5000 membres dans le monde et on est présent dans 50 pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand il y a des pays qui ne sont pas, où il n'y a pas d'entité MUFON ou d'enquêteurs, les cas sont quand même enquêtés, mais à distance. Et donc le MUFON étudie environ 10 000 cas par an, 10 000 cas, et un taux d'observation expliqué de 92%. Donc c'est-à-dire que 92%, vraiment où on arrive à expliquer, dans les 8% qui restent, il y a 3% à peu près vraiment qu'on peut dire inexpliqué, vraiment inexplicable et inexpliqué. Donc les principaux buts du MUFON, c'est quoi? C'est d'enquêter donc sur les cas d'observation déposés par les témoins et d'intégrer ces informations dans la base de données du MUFON, qui s'appelle le CMS, pour les rendre accessibles aux chercheurs du monde entier. Donc voilà, le gros plus que l'on a par rapport à des associations qui peuvent être nationales ou locales, c'est qu'on a une base de données internationale et n'importe quel enquêteur au monde a accès aux données des autres. Donc ça nous permet des fois de pouvoir recouper, par exemple, aujourd'hui, on va voir quelque chose à la Turballe et on peut regarder sur d'autres pays s'il y a eu le même type d'observation. Donc, le prochain but, enfin l'autre but, c'est promouvoir l'étude des pans afin de découvrir la vraie nature du phénomène avec un regard sur de possibles développements scientifiques ainsi que l'amélioration des conditions de vie sur notre planète. Et donc, le troisième but, informer le public sur ces phénomènes et ses impacts possibles sur la société. Le MUFON, donc France-Belgique, alors maintenant on est France-Belgique-Suisse, c'est que j'ai pas eu le temps de mettre à jour ma présentation. Ouais. Donc en France on est une association loi 1901, donc on a créé notre propre association pour avoir un petit financement, on va dire, parce qu'on a la base de données du MUFON, on a les compétences du MUFON, mais on n'a pas de financement du MUFON, on va dire américain, enfin l'entité MUFON. Et donc on s'est créé cette association. Il faut savoir qu'au MUFON, même aux États-Unis, on est tous des bénévoles, quoi. Il n'y a personne de rémunéré, à part une secrétaire à mi-temps. Mais autrement, voilà, il n'y a pas de chaque enquête, enfin tous les enquêteurs, tous les membres de direction sont bénévoles. Donc voilà, quelques chiffres comme ça. Donc en 2023, nous avons enquêté sur 199 observations en France et 11 en Belgique. En 2022, on avait une année record avec 280 observations en France et 39 en Belgique. Et donc à titre de comparaison, en 2021, 143 en France et 5 en Belgique. Donc là, c'est la carte des observations qu'on a reçues de 2021 à 2023. Donc vous pouvez voir quelques cas, un cas en Angleterre, après donc en Pays-Bas, Suisse, Belgique, et aussi Espagne et Portugal, parce que maintenant, Éric Barouillet, que vous verrez demain, qui est directeur adjoint, est directeur du MUFON pour le Portugal et l'Espagne, parce qu'il n'y a plus de direction dans ces pays. Donc, on va dire les plus intéressants pour nous, ce sont les points rouges. Les points rouges, ce sont les cas que l'on a classés inconnus, qu'on n'a pas réussi encore à déterminer ce que ça pouvait être. Et donc, bleu c'est tout, enfin blanc, bleu et bleu, voilà, ce sont des cas identifiés, parfaitement identifiés. Et en jaune, les enquêtes sont encore en cours. En sachant que nous, on a, je reviendrai après dessus, mais on a un temps pour les fermer. Et il faut savoir, quand on ferme un cas, on peut le rouvrir n'importe quand. Il n'est jamais entièrement fermé, complètement fermé.
Donc ça, c'est voilà, les observations en 2023. Donc vous voyez 199 en France, 11 en Belgique. Vous avez en dessous les formes qui nous ont été rapportées. En Espagne 23, Portugal 16, Pays-Bas 8, Suisse 6. Donc bien souvent, on a plutôt affaire à des sphères, à des cercles. Vous voyez, c'est ce qui revient le plus souvent. Bon, après, on a bien sûr les triangles ou d'autres formes qui reviennent, mais principalement, ce sont des cercles ou des sphères. Au MUFON, nous publions, enfin en France, donc le MUFON américain publie, quand on est adhérent au MUFON américain, on reçoit le MUFON Journal, qui est un mensuel. Et quand on est adhérent au MUFON France-Belgique, on reçoit un magazine numérique, alors il est uniquement numérique, et c'est un magazine trimestriel, donc avec nos enquêtes, nos meilleures enquêtes, nos actualités. Voilà, donc en échange d'une adhésion, on envoie tous les trimestres ce magazine. Voilà, donc là c'est le dernier numéro qui est sorti au printemps, hein. En gros c'est un par saison. Donc qu'est-ce qu'on fait aussi? Voilà, des fois on est comme aujourd'hui à la rencontre du public, on laisse ça couper. Donc l'année dernière on était sur la Foire Expo de Bordeaux, on a été partenaire de la 100e Foire Expo de Bordeaux. Donc on a rencontré vraiment beaucoup de monde, c'était plus de 200 000 entrées, donc ça a été vachement intéressant, parce dans ce genre d'événements comme aujourd'hui, bon, vous êtes quasiment tous des passionnés d'ufologie, on va dire, ou des curieux d'ufologie, mais là, on a vraiment rencontré le grand public qui, des fois, ne connaissait pas du tout notre existence même. Donc voilà, c'était super intéressant. Pour l'occasion, on avait fait donc une exposition d'affiches. Alors vous pouvez en retrouver quelques-unes. C'était pas toute l'exposition, mais là par exemple, ces deux-là et celles qui sont derrière notre stand là-bas en faisaient partie. Avec Jenny Chariot. Et notre enfant. Donc oui, on organise aussi, on va dire, l'été, en général, une fois en juillet, une fois en août, une soirée de surveillance du ciel. Donc le but, c'est de pouvoir corroborer en fait, d'avoir le plus de monde possible, comment dire, sur les territoires. Là, par exemple, c'était les inscrits. Et en cas d'observation, de pouvoir corroborer l'observation et de pouvoir trianguler aussi les observations. Donc c'est voilà, ce genre de soirée qui... Alors on commence à avoir un peu de matériel aussi, certains de nos enquêteurs qui sont pas mal équipés. Donc qu'est-ce qu'on fait aussi? On passe sur une émission, c'est Jenny Chariot qui passe sur une émission de MUFON international, donc avec les Québécois et nos amis québécois. Voilà, donc c'est mensuel, Jenny, il me semble. Hein. Voilà. Donc une radio locale québécoise qui diffuse sur Internet, et donc on peut suivre en direct ou en podcast après l'émission. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On a publié un livre parce que bon, on engrange des observations, mais on essaie aussi de partager avec le public. Donc l'année dernière, on a sorti notre premier livre qui est disponible là donc c'est 7 enquêteurs différents, chacun un chapitre, et donc chacun parle un peu de son parcours, de ses enquêtes, les enquêtes qui l'ont marqué ou les enquêtes les plus passionnantes, on va dire. Et voilà, donc c'est une manière de nous découvrir un peu plus concrètement. Le MUFON, c'est quoi aux États-Unis? C'est un grand symposium annuel, voilà, où il y a les plus grands noms de l'ufologie qui y passent chaque année. L'année dernière, on a eu la chance, donc Pascal Marc, qui est enquêteur en MUFON France, qui nous a représentés au symposium du MUFON. Et donc on a été élu chapitre de l'année 2021, parce qu'il n'y avait pas eu
chapitres internationaux avec le Covid qui avait pu être présent l'année dernière, enfin l'année d'avant, pardon, en 2022. Donc en 2023, le MUFON France a reçu le titre de chapitre de l'année. Et l'année dernière, c'est donc le Québec qui a reçu le chapitre de l'année 2022. Alors qu'est-ce qu'on fait aussi? On est une équipe. Une équipe, on se retrouve par moments avec des moments de convivialité, on fait aussi un peu d'astronomie, on fait ce qu'on aime un peu tous sur le sujet. Nous étions présents à l'éco-event de la Sorbonne au mois de novembre. Donc qu'est-ce qu'on peut y faire au MUFON? Donc on peut déjà être adhérent. Donc comme je vous disais, en échange vous recevez ce magazine et vous nous soutenez financièrement en adhérant. On peut être ce que l'on appelle IRM. Donc ça c'est un statut qui existe que sur notre association. C'est investigateur apporteur pour le MUFON. Ce sont des bénévoles qui nous aident et qui font partie intégrante de l'équipe en fait, mais sans être enquêteurs. Donc ça peut être des personnes qui nous aident pour la rédaction du magazine ou pour en soutien des fois sur le terrain, mais c'est quand on n'a pas forcément envie d'être enquêteur mais qu'on veut aider. Après donc on peut être enquêteur de terrain. Donc enquêteur de terrain pour MUFON, je vais dire, c'est la base. Pour être par exemple directeur au MUFON, il faut d'abord avoir été enquêteur de terrain. Je suis encore enquêteur de terrain, c'est même ce qui me plaît le plus, on va dire, à faire, c'est enquêteur. Donc après, il y a plusieurs niveaux d'enquêteur. Donc enquêteur de terrain, donc je passe, je crois qu'il y a un diapo, non, il n'y est plus, non, c'est pas grave. Ou ça va être après. Je crois que ce sera après. Pour devenir enquêteur de terrain au MUFON, il faut donc acheter un manuel aux États-Unis, en ligne. Soit on l'achète en version papier, mais on l'a qu'en anglais, ou en ligne. C'est une formation qui est très complète, c'est de l'initiation à beaucoup de choses, mais ça donne surtout des méthodes d'enquête et voilà, comme ça on n'est pas enquêteur comme ça du jour au lendemain sans un minimum de formation. Et donc on achète ce manuel, on a 1 an pour se former à notre rythme. Donc il y a des gens qui vont assez vite et d'autres qui prennent plusieurs mois. Et après on a un test donc on n'a que 3 passages possibles du test. Et on doit avoir au moins 80% de bonnes réponses à ce test pour pouvoir être nommé enquêteur stagiaire. Donc enquêteur de niveau 1. Et après, donc, une fois qu'on a fait quelques enquêtes, qui nous jugent aptes et puis surtout autonomes pour mener les enquêtes, eh bien, on est ce qu'on appelle enquêteur certifié. Donc de niveau 2. Et après, donc, il y a un autre niveau qui est niveau 3, c'est les membres de la Star Team. Donc la Star Team, c'est une équipe. C'est l'équipe qui va. Là, c'était donc quand on a avec Mathieu, notre enfant qui joue le cobaye. Quand on s'est rencontrés la dernière fois, on avait donc un peu testé notre matériel. On a dit on va prendre des photos un peu humoristiques. Parce qu'on ne se prend pas trop au sérieux non plus, on travaille le plus sérieusement possible, mais on essaie de pas trop se prendre au sérieux. Donc le membre de la Star Team, ce sont les Star Team. Pourquoi c'est l'équipe étoilée? En fait, c'est les gens qui interviennent rapidement sur des grosses, par exemple un atterrissage, des crop circles. Voilà, c'est une équipe qui intervient rapidement et qui est aguerrie et qui est formée pour effectuer les prélèvements ou tout ce qui est vraiment qui demande des compétences particulières. Il ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Donc après, on a quoi? Le CSG International, c'est l'équipe de soutien d'enquêteurs, c'est-à-dire ce sont des enquêteurs qui vont étudier les cas qui ne sont pas où il n'y a pas de MUFON en fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais dire par exemple l'Irak, actuellement il n'y a pas
il n'y a pas d'enquêteurs. Donc bah, les cas, il y a quand même des observations qui sont soumises depuis ce pays. Donc ce sont des enquêteurs qui font partie de cette équipe et qui vont donc enquêter à distance. Mais au moins le témoin a toujours une réponse, même si voilà, la base est le mieux c'est le terrain, mais au moins on ne laisse pas les gens sans réponse et sans un minimum d'enquête. Donc la STER Team, voilà, je vais en parler. Il y a après donc l'équipe comment dire, de soutien et d'écoute aux personnes ayant été contactées ou abductées. Donc Eric vous en parlera plus longuement demain matin, parce que son intervention porte sur cette équipe. Et donc actuellement, il y a Janie, Eric, moi et Emma qui est aussi présente, qui est en formation pour devenir IRT. Donc là c'est pareil, il faut être enquêteur déjà à la base, et après avoir une ouverture pour pouvoir écouter ce genre de témoignage. Janie était passée dernièrement sur Nurea. Elle avait assez longuement parlé de ce côté-là du MUFON et ouais, un passage très, très intéressant. Donc après, on a le MUFON possède sa propre équipe de plongée. Donc il y a en 2003 Debbie Ziegmeyer et Tom Ferrario se sont dit il y a pas de, on est plongeurs nous, mais il n'y a pas d'équipe de plongée au MUFON, donc c'est bien beau. La planète est quand même recouverte d'énormément d'eau et on n'a même pas une équipe qui est capable d'aller voir ce qui se passe et d'aller chercher des éventuelles preuves ou traces. Donc voilà, ils ont créé cette équipe. Pareil, il faut être déjà enquêteur, il faut être plongeur aguerri pour pouvoir faire partie de cette équipe. Donc en France, il est présent aujourd'hui, il interviendra tout à l'heure. Le spécialiste du milieu aquatique en ufologie, on va dire, en France, c'est Sylvain Matisse. Il vous parlera plus longuement tout à l'heure de tout ça. Le MUFON possède aussi son propre laboratoire d'analyse, donc qui est basé aux États-Unis. Donc le MUFON est autonome par rapport à ça, ce qui est quand même une très très bonne chose, parce qu'on entend souvent en ufologie que des preuves disparaissent ou que les analyses ne sont pas forcément bonnes. Ben là au moins on sait d'où ça vient, entre guillemets, les analyses. Donc voilà. On a aussi donc une équipe d'analyse photo. Donc en France on a aussi des photographes ou des personnes qualifiées qui peuvent étudier les photos, mais aux États-Unis il y a vraiment une équipe composée d'analystes photos, d'astronomes qui est très, très compétente et à laquelle on peut faire appel. Et là on voit l'image, c'est Marc D'Antonio, le directeur de cette équipe, et on le voit régulièrement sur des documentaires américains en fait. Il est très connu, il est assez connu là-bas. Voilà, donc j'en ai parlé, je cherchais ma slide tout à l'heure. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure pour devenir enquêteur. Donc il faut être adhérent de l'association, passer la sélection. Alors la sélection, c'est pas forcément, on cherche pas que des ingénieurs. C'est pas ça la sélection, c'est plutôt par rapport au profil qu'on a déjà et à la géographie des personnes. La sélection va plutôt être basée là-dessus. Voilà. Après, donc, acheter, étudier le manuel, répondre au QCM, obtenir un minimum de 80% de bonnes réponses. Donc, un petit aperçu du manuel. Qu'est-ce qu'il y a dans ce manuel ? Il y a le code d'éthique de l'enquêteur, la présentation de la structure et des différents postes, les équipements nécessaires et souhaitables de l'enquêteur, les lignes directrices en matière de politique médiatique, parce qu'on ne peut pas s'adresser aux médias comme ça, n'importe comment. Ouais. Voilà. Le processus d'enquête en 10 étapes, donc je vais en parler après, les étapes de l'enquête, et les différents formulaires et procédures, parce qu'au MUFON, comme c'est une association américaine, tout est très très cadré, très carré, très procéduré. Donc voilà, il y a beaucoup de formulaires à connaître et toutes les procédures internes au MUFON. Donc les 10 étapes de l'enquête, voilà, réception du rapport et classification. Donc on utilise la classification de Jacques Vallée.
vous laisse un peu découvrir quoi ça fait. C'est pas très net. Bon, moi, si vous êtes en CE5, c'est pas bon du tout, quoi. En fait, tout ce qui est rouge, c'est les rencontres rapprochées, et on la retrouve assez facilement, la classification Vallée en ligne. Donc quelques outils. Alors là, j'ai mis des outils qui sont disponibles au grand public. Donc c'est les outils que nous utilisons le plus souvent. Donc Stellarium, c'est un planétarium. Il nous permet de revenir antérieurement assez loin. Il nous donne la carte du ciel, la carte des astres, et de façon assez précise. Donc c'est un très bon outil. Even Above, il va vous aider à voir tous les passages de satellites par rapport au lieu où vous vous trouvez. Et puis les horaires, les azimuts, etc. Donc, si vous avez fait une observation d'un point blanc lumineux dans le ciel, vous allez sur Even Above et vous pouvez déjà écarter le satellite après. Après Destination Orbite, il recense tous les lancements de fusées qui ont été déclarés. On les retrouve depuis le début des lancements. Vigiciel, il nous aide sur tout ce qui est entrée atmosphérique, météorites, etc. Il y a un très bon site qui s'appelle Méprise du ciel. D'ailleurs, sur l'affiche des méprises courantes, ce sont des images tirées du site Méprise du ciel, et il y a beaucoup de choses qui reviennent et qui sont bien connues maintenant. Donc un site très intéressant. Ça nous aide aussi souvent à expliquer aux témoins que, en fait, à donner une image vraiment de ce qu'il a pu voir et de pouvoir comparer. Donc c'est très intéressant. Flight Radar 24, donc un site qui montre le trafic aérien en temps réel. Quand c'est en temps réel, c'est gratuit. Je crois qu'on peut revenir 2 jours en arrière gratuitement. Marine Traffic, c'est la même chose, mais pour les bateaux. Photo Forensics. Alors Photo Forensics, c'est un outil en ligne d'analyse photo. Alors c'est surtout sur tout ce qui est métadonnées, ou si l'image a été retouchée par un logiciel. Ça va nous donner pas mal d'informations sur les images. Météo ciel, donc pour revenir antérieurement sur la météo, voir un peu connaître les directions, le vent qu'il y a pu avoir, les directions du vent, etc. Et puis bien sûr Google Maps, la première des choses, on va voir où c'était, donc avant d'aller sur le terrain, on peut déjà se faire une idée avec Google Maps. Alors maintenant, on va passer au témoignage. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 10 minutes au niveau de l'exposé, et ensuite on a un temps de questions ensemble. 10 minutes d'exposé ? Voilà, alors on va faire... Je vais vous passer donc un premier témoignage. Je viens vers vous car mercredi 18 mai 2022, vers 10h30, je revenais avec ma conjointe de la déchetterie. Vous entendez ? Le ciel était bien dégagé. Lorsque mon regard s'est immobilisé sur cet engin qui ne m'était pas connu, ma conjointe l'a observé aussi. Puis nous sommes restés stupéfiés parce que nous avons... C'est la même chose qui est écrite. Bon, c'est pas trop... Il n'y a rien de très complexe. Il sortait de la déchetterie. Il a vu un objet blanc qui passait. Voilà, donc il le décrit à 10h30, et un objet blanc qui va assez vite. Alors, quand on regarde la vidéo, il va pas très très vite. Donc je passe vite, je suis désolé. Donc le premier réflexe, donc là j'ai utilisé Photo Forensics pour voir, donc ça me donne la date, l'heure de l'observation. Donc là on se rend compte qu'il n'était pas 10h30, mais qu'il était 10h58. Donc ce qui nous aide à préciser, pour pouvoir regarder par exemple sur Flight Radar, parce que comme c'est... C'est bon. Non, mais pour les prochains, ça sera bon. Là, je passe vite, c'est un cas identifié. Donc,
Donc, tu m'as perdu. Donc je vais sur Flight Radar, comme c'était un objet volant, je vais tout de suite regarder. Et effectivement, alors là vous voyez 8h58, mais en fait c'est l'heure UTC, et nous on était UTC plus 2, donc c'était 10h58. À 10h58, pile dans l'axe de son observation, c'était en fait un Zeppelin. Voilà. Un ballon, un dirigeable. Et pourtant, vous voyez sur la photo, bon, de loin, même en grossissant, on voit pas de marquage. Mais pourtant, c'était bien un Zeppelin avec des marquages, mais de loin, on les voyait pas. Alors, un autre cas que je vais passer très rapidement, c'était aux Pays-Bas, donc en juillet 2023. Alors, sur la gauche, au-dessus de l'arbre, une dame qui, donc sur le coup, qui ne voit, pendant un orage, qui est photographiée, elle ne voit pas de l'objet. Par contre, en regardant les photos le lendemain, elle voit ce qu'elle a appelé un triangle noir. Donc ce qu'on voit à gauche, c'est l'arbre qui est zoomé, et à droite, donc l'objet zoomé. Donc en zoomant, on s'aperçoit que, déjà en regardant comme ça, moi je m'aperçois que ça ressemble à un papillon de nuit. Et donc je demande à Janie qui est photographe de métier, ce qu'elle en pense. Et donc elle grossit l'arbre, elle grossit l'objet. Et donc on voit clairement qu'en zoomant, l'arbre est beaucoup plus flou que l'objet. Donc ça veut dire qu'il était plus loin que l'objet. Et puis on voit bien maintenant que c'est grossi, on voit bien quand même que c'est une forme de papillon de nuit. Donc c'était un papillon de nuit. D'où l'explication qu'elle ne l'ait pas vu directement de ses yeux. Alors là maintenant on va passer sur les cas qui nous intéressent un peu plus. Mardi 13 décembre 2022, autour de 17h50, tombée de la nuit, ciel peu nuageux, vent 110 degrés de nœud. Alors que je suis en poste à la tour de contrôle, je me fais relever par un collègue pour aller fumer une cigarette sur la terrasse de la tour lors de ma pause. En sortant sur la terrasse, quelques secondes après m'être fait relever, je remarque une masse sombre avec un petit point lumineux en mouvement dans le ciel au nord-est de la tour, hauteur environ 400 mètres, distance environ 500 mètres. Elle se déplace de l'est vers l'ouest, au nord de la tour. Venant de quitter mon poste, je sais qu'il n'y a aucun aéronef au nord de la tour. Je réouvre la porte pour demander à mon collègue s'il y a quelque chose au radar dans le nord des installations. Celui-ci me dit que non, à part un appareil sans contact avec nous, mais à 14 000 pieds. En regardant plus haut, je finis par voir l'avion qui transite vers Biarritz, mais qui ne correspond en rien à la masse sombre que je vois se déplacer basse altitude. Mon collègue fait aussi l'observation visuelle en me rejoignant. De l'avion, plus haut, et aussi de cette masse sombre. Plein nord de la tour, la lumière s'arrête, mais on distingue encore l'objet qui finit par disparaître au lointain dans le nord-ouest. Pour lever le doute, je rentre dans la tour pour appeler Marina, organisme militaire avec radar primaire, pour lui demander s'il a vu quelque chose au nord de chez nous. Rien. À part l'appareil niveau 140 à destination de Biarritz, rien dans les basses couches. Je signale le phénomène à la brigade de gendarmerie du transport aérien de Pau, et alors que je suis au téléphone avec eux, 5 minutes environ après la première observation et alors qu'un Air France arrive en finale pour se poser, un deuxième objet apparaît au nord-est, en parallèle au nord de l'Air France, en finale sur la piste 31. Ce deuxième objet a une lumière plus importante au départ, et une lumière plus jaune que blanche comparée au premier objet. Il a la même trajectoire que le premier, un peu plus près de la tour je dirais, toujours de l'est vers l'ouest, en parallèle de la piste au nord de la tour. La question est posée à l'Air France en finale, qui lui ne voit rien. Nous, les 3 collègues, avons vu le deuxième objet. Je le perds visuellement à partir du travers nord de la tour, car étant au téléphone, je ne peux pas me déplacer. Ma collègue le suit visuellement depuis l'intérieur de la tour. Travers nord, la lumière disparaît. Elle distingue toujours l'objet, et celui-ci disparaît finalement comme le premier dans le nord-ouest. Avec l'habitude des avions légers, j'estime la vitesse des 2 objets entre 100 et 150 km. Voilà, donc je vous fais un peu le contexte, je vais aller rapidement pour qu'on puisse avoir les autres témoignages. Donc il y avait trois contrôleurs aériens dans une tour de contrôle française d'un aéroport français, je ne donne pas le nom exprès, bon, peut-être que certains vont peut-être reconnaître des images, mais je demanderai de
pas le divulguer pour protéger les témoins, parce qu'en fait on a un chef de tour de contrôle qui témoigne, on a une contrôleuse aérienne qui témoigne, qui ont vu tous les deux. En fait ils étaient 3 dans la tour. Le 3e a vu, mais il nous a simplement dit oui j'ai vu comme eux, mais bon, ça n'intéressait pas plus que ça. Mais voilà, on a quand même eu 2 témoignages sur 3 voilà, depuis cette tour de contrôle. Je vous passe rapidement et je vais vous laisser écouter le 2e témoignage. Je remercie des enquêteurs du MUFON qui ont bien voulu lire à la place des témoins les témoignages pour que ce soit un peu plus ludique et que ça me fasse un peu moins parler. Le 13 décembre dernier, j'étais de service à la tour de contrôle en compagnie du chef de la tour et d'un autre collègue. Je suis à mon à la piste, je vois entrer précipitamment depuis la terrasse notre chef de tour qui était en pause et qui demande si on a un écho radar pour un objet non identifié qui se déplace du sud-est vers le nord-ouest, au travers nord du terrain. Mon collègue lui répond qu'il n'a rien, excepté un avion à 14 000 pieds, direction Biarritz. Ils sortent tous les deux sur la terrasse, notre chef de tour avec des jumelles, et ils voient visuellement le trafic à 14 000 pieds, et aussi l'objet sombre grand comme un hélicoptère sphérique, légèrement ovoïde, ayant une petite lumière blanche intense et fixe. Il se dirige à une altitude de plus ou moins 1500 pieds vers le nord-ouest. Je suis occupée à l'écran radar, mais notre chef de tour vient et saisit le téléphone pour appeler Marina, le radar militaire de Mont-de-Marsan, et il leur demande s'ils ont un écho. Après l'analyse et une réponse négative, il raccroche rapidement, à peine 45 secondes, et appelle aussitôt la gendarmerie de l'aéroport. Je suis remplacée à mon poste lorsque de nouveau, au sud-est, on aperçoit un 2e objet, un peu plus petit et plus près, à 300 mètres au nord d'un avion en finale de la piste 31. Il se dirige à environ 1000 pieds d'altitude, aussi vers le nord-ouest, et vole dans la direction opposée du vent arrière droit de la piste 31. Mon chef voit l'objet, mais reste au téléphone avec la gendarmerie de l'aéroport pour les guider, et mon autre collègue, qui voit également l'objet, demande à l'équipage de l'avion d'Air France en finale de la piste 31 s'il voit quelque chose sur leur droite. Depuis l'intérieur de la tour, je suis visuellement et avec des jumelles cet objet sombre avec sa petite lumière jaunâtre qui passe à 300 mètres au nord de la tour. Au travers nord de la tour, la lumière disparaît, mais je distingue toujours l'objet et celui-ci disparaît finalement comme le premier dans le nord-ouest. J'estime la vitesse à plus ou moins 150 km/h. Il était de masse sombre, gros comme un hélicoptère et équipé d'une lumière jaunâtre petite et fixe. Il se déplaçait comme le premier, sans aucun bruit. Je n'ai jamais vu un objet volant de cette forme. Voilà, donc ça, pour nous, ufologues, c'est le genre de cas qu'on raffole, parce que là, on a vraiment deux personnes très qualifiées qui font une observation, qui demandent à des autorités des confirmations. Donc c'est vraiment, le genre de cas qui nous anime, voilà, où on est vraiment heureux de travailler. Donc sur ce cas, j'étais avec un ancien pilote de ligne qui était enquêteur en Belgique, enquêteur du MUFON en Belgique, qui m'a beaucoup aidé parce qu'ils ont pu parler très technique. Là ce qu'on vous a fait, c'était plus accessible, on va dire, à tout le monde. Mais on a vraiment toutes les données aéronautiques et sur cette observation, cette double observation même. Et donc ouais, c'est un cas, c'est une enquête qui est encore en cours, mais voilà, je voulais vous la présenter aujourd'hui parce qu'on parle souvent d'anciens cas en France, les grands cas connus, mais on a aussi, voilà, là c'était décembre 2022, donc c'est très récent, et on a eu directement les témoins 15 jours après, donc c'était vraiment du tout frais, et c'était super intéressant, et donc on a toujours pas pu déterminer ce que c'était. Et l'enquête, elle est techniquement fermée, mais elle n'est jamais fermée. Enfin, dans notre base de données, on va dire elle est fermée, mais on est toujours dessus, on attend encore d'autres informations qui doivent arriver. Là, je vais passer vite parce que j'avais
encore d'autres choses sur les conditions météorologiques, etc. Il y avait un avion d'Air France qui était en train d'atterrir. Donc la tour de contrôle lui a demandé au pilote s'il voyait cet objet, mais l'objet était derrière lui, donc en plein atterrissage, il ne pouvait pas voir l'objet qui se trouvait derrière, parce qu'il était très concentré pour son atterrissage. Et la gendarmerie de l'air, qui se trouvait à 500 mètres, ils sont sortis, ils ont regardé, mais ils n'ont rien vu. Donc on a que les 3 contrôleurs aériens qui ont vu ces 2 objets. Maintenant, je vais vous passer un témoignage qui est... Là, c'est plutôt, on va dire, un témoignage. Je vais vous laisser écouter. Ça se passe dans une base aérienne à Reims. Alors ça, c'est un peu plus ancien. Mais c'est un témoignage qui est très intéressant et très intriguant aussi. Est-ce que ça se lance ? J'ai effectué mon service militaire en janvier 1998 à la base aérienne 112 de Reims en tant qu'opérateur marqueur à la tour de contrôle en collaboration avec le contrôle aérien. Il y avait aussi à l'époque au sein de la tour un service technique radar et un service météo avec un ingénieur. Donc, j'ai effectué au mois de mars 1998, j'ai été témoin de plusieurs anomalies radar. À l'époque, mon travail en binôme consistait à noter sur des tablettes des décollages et atterrissages de Mirage F1, Jaguar et Mirage 2000. Au mois de mars, j'étais en poste de vigie le matin quand nous avons entendu l'approche, un service de contrôle en aveugle à l'aide d'écran radar, nous demander une confirmation visuelle d'un écho. Direction Novembre 2, un point de repère. Le chef vigie prend alors ses jumelles et ne voyant rien, confirme qu'il n'y a rien à l'approche. Cela a duré tout le long de la matinée à plusieurs reprises, au point où les techniciens radars ont fait une maintenance à partir de 11h30. J'ai alors pris le service de... Je veux spécifier que je n'ai pas de retour sur la maintenance et qu'il ne s'agit pas d'un problème technique. Vers 15h30, un appareil de type Jaguar se présente en approche pour un touch and go. Il s'aligne en 0,7 et nous entendons le contrôle d'approche guider le pilote pour sa manœuvre. C'est alors que le radar anti-collision du Jaguar reprend la main et redresse l'appareil signalant un obstacle sur la piste. Nous voyons alors l'avion se cabrer et reprendre de l'altitude. Le directeur des vols intervient alors sur la fréquence et demande au pilote de couper l'anti-collision et de retenter une approche. Bien qu'hésitant, le pilote accepte et fait atterrir finalement le Jaguar pour maintenance technique du système radar. Bien évidemment, au moment de l'incident, il n'y a rien de visible sur la piste. Le lendemain, le pilote se présente à la tour pour nous demander des cartes afin de faire son plan de vol retour sur Saint-Dizier. Je lui donne donc les éléments et lui demande si sa panne est réparée, lui indiquant que j'étais dans la tour au moment de l'incident. Sa réponse plutôt sèche me surprend. Pas de panne, c'est un vieil avion. Circuler, il n'y a rien à voir. Ces anomalies ont duré plusieurs jours. Les techniciens radars ont même été convoqués par le commandant de la tour, du fait de trop nombreuses maintenances paralysant les vols. À l'époque, la météo était humide et brumeuse. Au mois de juillet 1998, j'étais d'astreinte de nuit, comme on disait. Il faut savoir que les vols de nuit à l'époque étaient les mardis et jeudis. Je crois me souvenir que ce soir-là, ce n'était pas le cas. Donc, c'était un lundi ou un mercredi, la 3e semaine. Dans la tour, il ne restait que moi et le météo. Ce soir-là, rien de notable, pas d'atterrissage civil. Nous étions couplés à une aérogare, ni militaire. J'ai reçu plusieurs avis de plan de vol, mais rien qui me concernait directement. Vers 23h, je me couchais dans la chambre d'astreinte, dans la tour, souhaitant avant bonne nuit au météo et vérifiant toutes les issues. Au milieu de la nuit, le téléphone se met à sonner. Nous faisions aussi l'accueil d'appareils pour des transports d'organes. Je raccroche alors et il se remet immédiatement à sonner. Je redécroche et à nouveau personne. J'entends que les autres téléphones de la tour sonnent. Je cherche alors à allumer la lumière sans succès. En tâtonnant, je sors dans le couloir en survêtement et descends toujours à tâtons dans le hall de la tour en cherchant à allumer chaque pièce sans succès. Je retrouve l'ingénieur météo, paniqué, qui me demande ce qui se passe.
Il faut comprendre que les téléphones sonnent, ce qui accentue encore l'effet surréaliste. J'avoue que nous n'en menions pas large. Pas de lumière. Des téléphones qui sonnent dans toutes les pièces. Le météo va vérifier que la porte du sas d'entrée est bien verrouillée. Il s'arrête net. Le radar Centaure n'est plus éclairé et ne tourne plus. Nous sortons devant car le digicode ne fonctionne pas. Tout le monde peut rentrer. Nous entendons les chiens qui sont de l'autre côté des pistes hurler à la mort. Je sens mes poils se dresser. J'ai une impression de lourdeur, comme s'il y avait quelque chose au-dessus de nous. On ne voyait pas d'étoiles. C'est l'ingénieur météo qui me fait la remarque. Pour lui, le ciel devrait être clair. On devrait voir les étoiles. Mais là, rien. On est blanc comme linge et on rentre immédiatement. Je me souviens que les téléphones sonnaient encore et que nous nous sommes enfermés dans la cuisine. Finalement, au bout d'une heure, je crois, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte, s'identifiant comme l'escadron de protection. Nous ouvrons au mec qui nous demande si on n'a rien vu de bizarre, quelqu'un ou... Je réponds que non et je prends conscience que les téléphones ne sonnent plus et que les commandos inspectent la tour avec des chiens excités. J'avais vraiment l'impression qu'ils cherchaient quelque chose. Finalement, au bout de 2 heures, à nous poser des questions et à inspecter les lieux, ils repartent. Et l'électricité étant revenue, panne générale d'après le chef commando, nous verrions tout et veillons jusqu'à 6 heures du matin. Les collègues arrivent et me font remarquer que mes yeux sont bouffis, comme un boxeur. Je dois rentrer chez moi, mais je me fais alpaguer par le commandant qui m'envoie à l'infirmerie. Pour mes yeux, idem pour mon collègue. Je finis par repartir avec des gouttes pour conjonctivite et une prise de sang et je rentre chez mes parents. Je me couche. Il est 11 heures du matin. Je vais me réveiller le lendemain à 6 heures du matin. Je reprends le bus et arrive à la tour à 7h45. Je suis convoqué à nouveau chez le commandant vers 9h. Là, un homme l'accompagne et me pose un tas de questions sur ce qui m'est arrivé, revenant sans cesse sur des détails. Les téléphones qui sonnent, les chiens, etc. Il me demande à plusieurs reprises combien de temps je suis resté dehors à regarder le ciel. À vrai dire, je n'en savais rien, mais pas longtemps. Il me fait signer un formulaire d'habilitation secret défense et me défend d'en parler sous peine de poursuite. Depuis, je dors assez mal, me sentant épuisé au réveil de façon régulière, alors qu'avant je dormais comme un bébé. D'après mon épouse, il m'arrive d'avoir des crises de panique, somnambuliques, dont je ne me souviens pas. Voilà, je ne sais pas si cela peut vous aider, mais sachez que cette base est fermée aujourd'hui. Je préférerais que mon nom ne soit pas cité, mais mon témoignage peut être publié. Voilà, donc je ne pouvais pas partir sans vous faire écouter ce témoignage qui est quand même très intéressant. Mais il n'y a pas d'observation directe parce qu'en fait, il ne voyait même pas le ciel. Donc soit c'était quelque chose qui était tellement immense et sombre qu'il ne voyait plus le ciel. Mais le témoin lui-même n'est pas sûr en fait d'avoir fait, on va dire, une expérience ufologique. Alors voilà, c'était les slides que j'avais l'intention de passer pendant le témoignage, mais qui, pour des raisons techniques, on n'a pas pu. C'était le type d'avion qu'il y avait sur cette base. Ça, c'est le Jaguar dont il parlait. Une base militaire. Oui, c'est une base aérienne militaire. C'était la base de Reims qui est fermée maintenant. Est-ce qu'il y a une fermeture programmée ou ça coïncide? Oui, non, ça a été fermé. Ça a été fermé quelques années après, hein, ça n'a pas été fermé immédiatement après. Ouais, mais la fermeture coïncide avec l'événement ou pas? Non, pas du tout, non. C'est plusieurs années après que la base a été fermée. Et les commandos, comment ça se fait qu'ils sont intervenus? Parce que, d'après eux, la panne de courant, on va dire. On est en train de glisser sur les questions, donc c'est très bien, donc on va continuer. Ce que tu me disais, Jean-François, qui était très intéressant, c'était que il voyait même pas le ciel, en fait, quand il sort. Exactement, ouais. Donc ça veut dire que le ciel est bouché, donc il peut être bouché par quelque chose ou quelque chose. Surtout que la strate météo, pour lui, on devait voir le ciel, donc il n'y avait pas de nuages, normalement c'était temps très clair, quoi. Donc logiquement, on peut penser que ça devait être quelque chose d'assez grand pour couvrir le ciel. Ouais. Voilà. Même s'ils n'ont pas perçu qu'il y avait quelque chose, en tout cas ils ont perçu que le ciel était obstrué, quoi. Voilà. Une autre question dans la salle, au fond peut-être?
Est-ce qu'on a pu savoir Ah, où venaient ces appels? C'était pas des portables, c'était des téléphones fixes. C'était en 1998 ce témoignage dans la base aérienne. Donc là c'est un témoignage pour le coup qui est ancien. J'essaie encore de retrouver les autres témoins de l'époque. Là pour le moment j'ai eu que ce témoignage, donc qui est déjà pas mal, mais j'aimerais bien qu'il soit confirmé par d'autres témoins. Oui, en l'occurrence, moi j'ai une question, peut-être tu l'as abordé au début, mais j'ai pas l'impression. Comment se déroule la mise en relation avec les témoins? Est-ce que c'est vous qui allez vers eux, c'est eux qui viennent vers vous? Comment se passe la mise en relation? Alors, comme on dit, j'avais tellement la tête dans le guidon qu'il y a des choses auxquelles je suis passé à côté. Bon, après, s'il y a d'autres questions, je serai disponible là-bas. Mais oui, en fait, le MUFON, c'est le témoin qui vient vers le MUFON, en fait. C'est le témoin qui doit faire la démarche de déposer son témoignage sur notre site. Donc il faut que le MUFON soit connu ou identifié pour pouvoir aller jusqu'à lui, quoi. Oui, exactement. Deux questions au fond. Non, l'autre c'est Gianni, mais ça n'a rien à voir. Donc, Oui, l'homme qui dit qu'il a la conjonctivite aux yeux, là, et qui a fait après des cauchemars, est-ce que ça a duré longtemps ou c'était juste ponctuel? Alors, la conjonctivite, enfin, ce qu'on lui a dit être une conjonctivite, ça n'a pas duré très longtemps, quelques jours. Par contre, les cauchemars, peut-être même encore maintenant, ça peut lui arriver d'en faire. Il était tout seul de l'équipe à avoir eu ça ou... Oui, c'est le seul qui a eu ces marques, ouais. Une autre question du même ordre. Tu évoquais qu'il y a un temps, en quelque sorte, d'activité du cas avant qu'au niveau de la base de données, et méthodologiquement c'est très intéressant, on décide de clôturer le cas, même si effectivement on peut continuer à le mettre à jour, on peut continuer à agréger des données dessus. Mais est-ce qu'il y a un suivi dans le temps des témoins? Est-ce qu'il y a des études à plus 5 ans, plus 10 ans, par rapport comme ça à ce qu'on peut appeler des cohortes de témoins qui, grâce à ce mode de fonctionnement du MUFON où les gens viennent s'auto-déclarer en quelque sorte, s'auto-enregistrer et abonder dans les bases de données, donc sans qu'on s'occupe en gros, on pourrait dire du contenu de leur témoignage, savoir en tout cas au niveau de ce qu'ils deviennent et comment ils se sentent à plus 5 ans, plus 10 ans après les observations, notamment en appliquant des questionnaires de psychologie qui sont un peu standardisés. Alors, pour tout ce qui est, on va dire, la partie RT, et Eric le dira demain, c'est un long suivi. Pour des observations comme là, ce témoignage, bon, c'est un témoignage que moi j'ai reçu en juin 2021 de mémoire. Voilà, je suis encore en contact avec le témoin. Mais après, nous, dans nos procédures, on n'a pas obligation de retourner vers le témoin, mais sur des observations comme ça, de toute façon, il y a des liens qui se créent avec le témoin, et en général, soit le témoin va peut-être plus vouloir en parler, ou autrement, on est toujours en contact, quoi. Oui, et là, dans le cadre de ce témoin de 2021, ça correspond à cette troisième observation que tu nous relates, qui est sur le plan militaire en 98. Oui. Donc, ce qui fait qu'on est déjà 23 ou 24 ans après, quoi. C'est ça. Et après, le suivi, moi, ça fait 3 ans que je suis en lien avec lui. Très bien. Ah, il y a une autre question là-bas, pardon. Il y a une autre question ici aussi, très bien. Il y en a une troisième là. Oh là là. Et après, c'est fini, hein. Après, vous pouvez venir me voir sur le stand et je répondrai à vos questions, il n'y a pas de souci. Oui, bonjour. Comme là, on est sur un site militaire, à un moment donné, il y a nos Men in Black lui disent qu'il doit avoir secret défense, il n'a pas le droit d'en parler. Or, il vous appelle et il en parle. Qu'est-ce qui se passe pour lui et par rapport aux autorités, comment ça se passe? Alors, il en a parlé longtemps après, parce que c'était 23 ans après. Secret défense, c'était 20 ans. Donc il n'était plus soumis au secret défense. Mais j'ai quand même protégé son anonymat dans la mesure où son nom n'est jamais évoqué. Voilà. Donc, mais il est plus, là actuellement, il est plus soumis au secret défense. C'est pour ça qu'il a parlé, en fait. Et vos contacts vis-à-vis des autorités qui stipulent qu'il y a secret défense, est-ce que vous avez des échanges avec eux ou comment ça se passe? J'ai pas bien compris la question. Les personnels qui lui ont donné, qui lui ont dit c'est secret défense, il ne faut pas en parler. Est-ce que vous avez des contacts en tant que MUFON avec les autorités Ils nous diront jamais qu'il y a des gens qui viennent pour faire signer aux gens des secrets défense. Alors, on n'a pas... peut-être une autre question, une façon de la reformuler, c'est est-ce que dans le cadre du partage de l'information de la part du témoin,
il t'a mentionné quel était le type de grade ou de corps d'armée, d'appartenance par rapport à cette personne qui lui fait signer le document de Non, secret défense. alors justement, il l'avait jamais vu et il ne savait pas du tout qui était cette personne. Après, il n'était pas habillé en noir avec les lunettes qui se donnent comme moi. Il n'était pas en Men in Black comme on dit, mais c'est voilà, ce qu'on peut appeler voilà. Ok, question suivante. Voilà. Oui, alors moi je voulais vous demander si vous étiez en lien avec le GEPAN ou avec les gendarmeries. C'est-à-dire quand quelqu'un fait une observation, souvent il va à la gendarmerie ou voilà. Est-ce qu'il vous renvoie au MUFON? Alors, est-ce qu'on est en lien? Est-ce qu'on a des contacts? Oui, on discute, mais on n'a pas de... Alors des fois, ça nous arrive d'enquêter sur la même enquête, parce que le témoin a contacté le GEPAN et nous a contactés. Mais je veux dire, nous on a des échanges cordiaux avec le MUFON, avec le GEPAN, pardon. L'ancien directeur du GEPAN, Vincent Coste, qui a été remplacé au mois de novembre, était assez ouvert sur les associations ufologiques. Donc voilà, on avait des échanges cordiaux, on va dire, mais pas d'échanges vraiment techniques. Et avec la gendarmerie, ça dépend des gendarmeries, en fait. Voilà, l'enquêteur va faire la démarche de contacter la gendarmerie, et selon sur qui on tombe, on a des réponses ou pas. Corollaire de cette question, ce cas-là de 98 déclaré en 2021, est-il dans la base de données du GEPAN? Je ne pense pas. Voilà, donc ça montre bien que les bases de données ne sont pas exhaustives, en avoir toujours conscience au niveau des limites des limites de nos connaissances qu'on a abordées ce matin avec Eric. Maxence, pour préciser, le GEPAN, tout ce qui est un peu... ce qui va toucher l'IRT, ça les intéresse pas, ils ne l'étudient pas. C'est vraiment l'observation OVNI qui est étudiée par le GEPAN. Oui, mais pour moi, en fait, ce cas-là correspond à une observation OVNI. Enfin, on peut le classifier comme ERT, mais moi, je considère comme une observation OVNI, en fait, même si on ne le voit pas. Je suis pas sûr, mais peut-être, mais je suis pas sûr qu'il aurait été enquêté. Il y a une question ici, et après une dernière question au fond, et on passera. Sylvain, si tu veux te préparer. Il y a un monsieur ici dans la salle qui a un témoignage à nous livrer, c'est Yann. Oui, mais c'est Oui, après Sylvain. Oui, bonjour, j'ai une question sur les statistiques. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont témoins multiples Enfin, je veux dire, est-ce que quand on devient témoin une fois, est-ce qu'il y a une statistique qui indique combien de fois on peut être témoin? Est-ce qu'on devient... Alors, j'ai pas les chiffres, mais je peux vous dire qu'il y a des personnes, ils feront qu'une observation dans leur vie. Il y en a, ils en feront 2, il y en a, ils en feront 3, il y en a, ils en font régulièrement. Ça fait partie des choses qui ont été mises en évidence, même s'il n'y a pas forcément de statistiques. Mais voilà, j'ai pas les statistiques. À 6% ou à 15% par rapport à ça. Mais ça fait partie, c'est notamment ce que Eric Zurker ce matin pouvait appeler des phénomènes de résonance, et qui peuvent être pas forcément du côté, enfin, soit au niveau de la même personne, avec un effet de réplication en quelque sorte, soit ça peut être dans l'entourage de la personne où des choses peuvent se dérouler aussi. Ça a fait aussi partie des observations, c'est ce qui nous a partagé tout à l'heure. Voilà. Il y avait une dernière question. Ouais, question par là-bas. Le micro, il est par là. Ok. Voilà. Ça t'envie, Bonjour, donc Gilles Durand-Musso. Pour répondre au monsieur qui parlait du Men in Black, j'espère que c'était au second degré, parce qu'en fait, dans l'armée, ça s'appelle la sécurité militaire. Voilà, c'est ça, c'est des officiels, c'est une police de l'armée en fait. Quand j'étais sous les drapeaux, j'ai eu l'occasion d'avoir affaire à eux, pour des raisons que je ne développerai pas ici. Sinon, quand tu parles du contact entre le GEPAN et le MUFON, le SO a reçu, alors qu'en fait c'est pas vraiment son but, il a reçu en 2023 un témoignage qui se situe en région parisienne. Donc la personne a fait une déposition, a rempli le dossier du GEPAN, et voulait quand même avoir des enquêteurs qui la rencontrent. Donc en fait, j'ai proposé à Xavier, qui est d'ici, donc MUFON, à d'autres personnes d'aller rencontrer On n'a pas eu l'occasion de le faire, et aujourd'hui, le GEPAN nous relance pour faire l'enquête. Est-ce que le MUFON a fait l'enquête? Voilà. Ouais. Comme quoi, hein, ça peut être... Je ne suis pas au courant de cette histoire. Ouais. Donc, non, parce que la personne il n'y a pas eu d'enquête à ma connaissance. Parce que nous, on se connaît. Voilà, mais en fait, le GEPAN a demandé quand même, est-ce que entre guillemets, est-ce que le MUFON a fait l'enquête? Parce que nous, c'est quelqu'un qui est un IPN du GEPAN qui nous a relancé.
Mais, Non, mais je le suis pas au témoignage courant. était... Ben voilà, comme quoi il peut se passer des choses interactives entre le GEPAN et le MUFON, quoi. Mais la témoin a déposé au niveau du GEPAN. Oui. Rien au niveau du MUFON. Et donc, Mais tu par contre, disais, le MUFON est- Xavier, ce que tu indiques là, je le dis de la voix plus haute, hein, c'est que le témoin a déposé côté GEPAN et pas du côté MUFON. Donc il faudrait vérifier ce qu'il en est, ou en tout cas pour un partage de connaissances ou un partage de données par rapport à ça au niveau du cas en tout cas. Après nous les témoins, en général, on leur dit qu'ils peuvent déposer même plusieurs associations. Enfin voilà, s'ils veulent avoir d'autres avis, on n'est pas... C'est souvent le cas d'ailleurs. exclusif, Il y a donc, souvent des personnes qui déposent au GEPAN et puis ensuite Oui, ils viennent vers le oui, MUFON. par contre, on a beaucoup de personnes qui déposent au GEPAN et qui après se tournent vers nous parce qu'ils n'ont pas eu de réponse, tout simplement. Par exemple, l'histoire de la tour de contrôle, ils avaient contacté le GEPAN le jour même et ils nous ont contactés 10 jours après. Donc, voilà, on a quand même beaucoup soit de déçus du GEPAN ou des fois des témoins qui font les deux démarches vers le GEPAN et vers nous. Voilà, je vous remercie. Ben, merci Jean-François.